Ma petite amie m'a dit que je n'étais pas sa priorité. Alors je suis parti. Maintenant, elle supplie pour une autre chance. Et ce que j'ai fait ensuite l'a complètement anéanti. J'ai 27 ans, elle en a 25, et nous nous sommes rencontrés à la pendaison de crémaillère d'un ami. Je suis d'habitude le genre prudent. Jamais le mec qui saute dans une relation sans réfléchir. J'ai toujours été celui qui prend son temps, qui pèse le pour et le contre. Mais avec Mélissa, bon sang, elle avait cette façon de m'attirer, je ne pouvais pas y résister. Elle n'avait même pas besoin d'essayer, et c'est justement ça qui rendait la chose si dangereuse. Elle me faisait rire comme personne d'autre. Elle avait ce sens de l'humour bizarre qui collait parfaitement avec le mien. Elle pouvait transformer un mardi soir complètement ordinaire en une véritable fête. Et elle était incroyablement sexy aussi, ce qui ne gâchait rien. Le genre de fille qui fait que tes potes t'envoient des messages, « Mec, comment t'as fait pour la choper, après l'avoir vue une seule fois ?» Alors, parce que j'étais à fond sur elle, j'ai tout donné, à fond la caisse, sans aucune retenue. Je la mettais toujours en premier. Peu importait si je faisais des journées de 12 heures cette semaine-là, ou si j'avais des trucs importants à gérer. Si elle avait besoin de moi, je laissais tout tomber et j'étais là. Cette promotion que je visais? Je l'ai laissée passer, parce qu'elle voulait que je parte en week-end avec elle et ses amis. L'enterrement de vie de garçon de mon meilleur ami? Je suis parti plus tôt, parce qu'elle ne se sentait pas bien et voulait que je vienne chez elle. Je faisais attention à tous les petits détails qui la concernaient, sa nourriture préférée, comment elle aimait son café, quel film la faisait pleurer, tout ce qui avait un chien. De quel côté du lit elle devait dormir, le côté droit, toujours, avec le ventilateur sur moyen. J'organisais des rendez-vous surprises, je lui offrais des cadeaux attentionnés, pas seulement pour ses anniversaires, mais aussi un mercredi au hasard, juste pour lui montrer que je pensais à elle. Elle était la première chose à laquelle je pensais au réveil. J'ai littéralement construit toute ma vie autour d'elle, mes choix, mon temps, mes projets d'avenir, tout tournait autour d'elle. J'allais même regarder des bagues de fiançailles, je pensais qu'elle était la bonne. Pendant très longtemps, j'ai cru qu'elle était aussi investie que moi. C'était le mensonge que je me racontais. La vérité froide, c'est qu'elle n'a jamais montré la même énergie que moi, que je déversais dans cette maudite relation. Elle aimait juste être ma copine et recevoir toute l'attention. Au début, quand on a commencé à sortir ensemble, c'était génial. On est restés ensemble environ 2 ans au total avant que tout parte en vrille. Elle a emménagé chez moi après environ 1 an, dans la maison que je possède et dont je paie seul le crédit. Je payais tout, le crédit immobilier, les factures, les courses, même son assurance auto et sa facture de portable. Je l'aidais aussi à payer ses frais de scolarité. Elle terminait ses études et travaillait à mi-temps dans un café, alors je me disais que j'investissais dans notre avenir. C'est temporaire, je me disais. Une fois diplômée, une fois qu'elle aurait un vrai boulot, tout s'équilibrera. Spoiler, ce n'est jamais arrivé. Au début, c'était vraiment génial. Mélissa était drôle, adorable, pleine d'énergie. On passait les week-ends à explorer de nouveaux endroits, à dévorer des séries comme des lapins, juste à profiter d'être ensemble. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. Et j'étais trop con pour le remarquer. C'est dingue comme on peut ignorer autant de signaux d'alarme quand on porte des lunettes roses. Comme le fait qu'elle n'ait jamais proposé de payer quoi que ce soit, même après que ses parents lui aient envoyé de l'argent. Ou quand elle parlait de sa maison et de sa cuisine, alors que c'est moi qui payais tout. Ou quand elle faisait ses petites remarques sur mes amis qu'elle trouvait ennuyeux, ou mon travail trop corporate, tout en profitant joyeusement de l'argent de ce même travail corporate. Le pire? Elle adorait dire à tout le monde quel super copain j'étais. Elle écrivait des légendes interminables sur Instagram disant à quel point elle avait de la chance, à quel point j'étais le meilleur copain du monde, avec des photos des cadeaux que je lui faisais ou des voyages que je payais. Ses amis pensaient que j'étais incroyable. Mes amis pensaient qu'elle l'était aussi. Tout le monde pensait qu'on formait le couple parfait. Mais derrière les portes closes, c'est là que résidait la vérité. Et moi, j'étais trop aveugle pour la voir. Je trouvais des excuses pour elle quand elle annulait des plans avec ma famille pour traîner avec ses copines. Je me disais qu'elle était juste indépendante. Quand elle dépensait des centaines d'euros en vêtements mais oubliait de participer aux courses, je me disais qu'elle apprenait encore à devenir adulte. Quand elle levait les yeux au ciel sur des choses qui comptaient pour moi, je me disais qu'on avait juste des centres d'intérêt différents. Je lui trouvais des excuses parce que je ne voulais pas affronter la vérité, peut-être, juste peut-être, que je l'aimais bien plus qu'elle ne m'aimait. Et le truc, c'est qu'elle n'était pas une manipulatrice maléfique. Elle ne se tordait pas la moustache en ricanant, en planifiant comment m'utiliser. Elle se contentait de prendre. Et moi je donnais,
encore et encore et encore. C'est devenu notre dynamique. Elle s'attendait à ce que je donne tout. Et moi je ne m'attendais à rien en retour. C'est ça, le truc tordu avec l'amour. Parfois, on peut se convaincre que c'est comme ça que ça doit être. Mais les signes, au début, ce n'étaient pas des drapeaux rouges géants me giflant le visage, juste de petites choses que j'ai choisi d'ignorer, parce que je ne voulais pas faire face à la réalité que j'étais manipulé comme un foutu violon. Au début, Mélissa est devenue plus distante. Pas de manière super évidente, juste de petites choses que j'ignorais. Comme le fait qu'elle ne m'attendait plus pour dîner, alors que je lui écrivais que j'étais sur le chemin du retour. Ou qu'elle restait scotchée à son téléphone tout le temps qu'on passait ensemble, rigolant à des messages d'autres gens, sans presque jamais répondre à ce que je disais. Je lui parlais de ma journée, et je la voyais qui ne décrochait pas les yeux de son écran une seule fois. Puis elle a commencé à sortir beaucoup plus souvent, genre 3 à 4 fois par semaine. Elle disait qu'elle voyait ses copines ou avait un groupe d'études. Et au début, je ne m'en suis pas trop soucié. Je veux dire, elle a le droit d'avoir sa vie, non? Je ne suis pas un mec possessif. Mais ça a vite tourné à l'habitude les week-ends, les soirs de semaine, les soirées au hasard. Je rentrais à la maison après une journée de 10 heures de travail, impatient de passer du temps avec elle, pour ne trouver qu'une maison vide et un message à moitié écrit qui disait « Sortie avec les copines, ne m'attends pas ». Quand elle rentrait enfin, elle restait scotchée à son téléphone ou allait directement se coucher, prétextant qu'elle était trop fatiguée. Pas « Comment s'est passée ta journée ?» Pas de câlin, pas d'amour, rien du tout. Le pire dans tout ça, c'est que je continuais à tout faire dans la maison aussi, cuisiner, nettoyer, faire la lessive, faire les courses, payer toutes les factures. Pendant ce temps, elle vivait là, sans payer de loyer, sans payer de facture, à faire ce qu'elle voulait, quand elle le voulait. Et moi, je laissais faire. Une fois, j'ai essayé d'en parler. Je suis resté calme, je lui ai dit que j'avais l'impression qu'on ne se connectait plus comme avant. Et elle a balayé ça d'un revers de main avec un truc du genre « J'ai juste besoin de temps pour moi, tu te prends trop la tête. » Me prendre trop la tête? J'étais en train de me tuer à la tâche pour cette relation, à bosser plus de 50 heures par semaine pour qu'on ait de quoi vivre. Et d'une manière ou d'une autre, c'était moi le problème parce que je voulais ressentir un lien. Mais je ne voulais pas paraître trop collant ou contrôlant, alors comme un abruti, j'ai laissé tomber. Et à partir de là, ça a empiré. Je me réveillais le samedi matin et elle était déjà partie. Elle m'envoyait un message des heures plus tard en disant qu'elle était avec les filles ou balançait une excuse vague. J'ai arrêté de poser des questions, parce qu'à chaque fois que je demandais des détails, elle devenait hyper défensive, agissant comme si je l'interrogeais. Pourquoi tu ne me fais pas confiance, qu'elle me lançait. Et moi, je reculais immédiatement. De la manipulation classique, mais je ne le voyais pas à l'époque. Et elle ne faisait jamais d'efforts pour moi. Jamais comme moi j'en faisais pour elle. Je planifiais des rendez-vous attentionnés, et elle me disait, c'est gentil, mais ne rendait jamais l'appareil. Quand je vivais des périodes stressantes au travail, avec un patron complètement odieux, elle m'écrivait, je suis là pour toi, mais ne se montrait jamais en vrai. Quand mon père est tombé malade et a dû être hospitalisé, elle est allée bruncher avec ses copines au lieu de venir avec moi, parce que, les hôpitaux me foutent la trouille. Je me souviens d'une fois en particulier, j'ai passé presque un mois à organiser son anniversaire. J'ai réservé dans un restaurant chic qu'elle mourait d'envie de tester, j'ai acheté des billets pour voir son groupe préféré, j'ai même coordonné avec ses amis pour organiser toute une surprise. Ça m'a coûté près de 1000 € au total. Mais je me disais que ça valait le coup pour la voir heureuse. Tu sais ce qu'elle a fait pour mon anniversaire, un mois plus tard? Elle m'a offert une carte cadeau de 50 € sur Amazon, et a passé la moitié du dîner le nez dans son téléphone, à envoyer des messages à ses amis. Et quand j'ai eu l'air déçu, elle a eu le culot de me dire « Mais je t'ai fait un cadeau », avec cette moue comme si elle méritait une ovation juste pour avoir reconnu que mon anniversaire existait. Et moi, j'étais là, debout, tenant une carte cadeau avec le reçu numérique encore attaché, montrant qu'elle l'avait acheté ce matin-là. Vraiment réfléchi, chérie. L'inégalité dans notre relation était complètement dingue. Avec du recul, si j'avais 10 minutes de retard pour rentrer alors qu'elle voulait aller quelque part, elle me faisait la gueule pendant des heures. Mais elle pouvait disparaître une soirée entière sans prévenir et j'étais censé trouver ça normal. Si je voulais voir mes potes un samedi, je devais lui en parler une semaine à l'avance. Elle faisait des plans avec ses copines alors qu'on était littéralement en train de faire quelque chose ensemble, et elle s'en allait comme ça. J'ai commencé à remarquer d'autres trucs bizarres aussi. Comme le fait que ces soirées entre filles semblaient toujours impliquer beaucoup de mecs sur les photos où elle était taguée. Ou le fait qu'elle tournait toujours son téléphone à l'opposé de moi quand elle envoyait des messages.
Comment elle se préparait à fond un maquillage complet, tenue sexy, tout juste pour un groupe d'études. Ou encore comment elle rentrait à 2 heures du matin en sentant l'alcool et le parfum, qui n'étaient pas les miens. J'ai commencé à ressentir une boule au ventre à chaque fois qu'elle sortait. Ce pressentiment que quelque chose clochait. Mais je refoulais ça à chaque fois, en me disant que j'étais parano. Ce qui m'a vraiment mis en rogne, c'est que tous mes amis l'avaient vu. Mon pote Kyle m'a pris à part lors d'un barbecue et m'a dit « Mec, ça va ? Mélissa n'a pas l'air très investie. » Et je l'ai défendu. J'étais même en colère contre lui. Je lui ai dit qu'il ne comprenait rien à notre relation. Ma sœur m'a carrément dit que Mélissa me prenait pour un distributeur automatique. Et je ne lui ai pas parlé pendant 2 semaines après ça. Voilà à quel point j'étais dans le déni. Je payais toute la vie de cette fille, le logement, la nourriture, les factures, même ses frais de scolarité. Pendant qu'elle me traitait comme un colocataire agaçant à qui elle devait être gentille de temps en temps, je ne voyais rien. Ou peut-être que je ne voulais pas voir, parce que voir, ça voulait dire admettre que je m'étais fait avoir. Que cette relation, dans laquelle j'avais investi 2 ans de ma vie, des milliers d'euros et toute mon énergie émotionnelle, n'était qu'une mascarade. Et ça, c'est une pilule difficile à avaler. Mais la réalité finit toujours par te frapper en pleine face. Un jour, un de mes potes m'a demandé si notre relation était morte d'un coup ou lentement. La vérité ? Les deux. Comme une grenouille dans une eau qui chauffe lentement, je ne me suis pas rendu compte que j'étais en train de cuire vivant, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mélissa avait toujours été un peu égoïste, mais pendant longtemps, je ne m'en suis pas rendu compte, parce qu'elle faisait encore le strict minimum. Elle disait encore « je t'aime », faisait parfois quelque chose de gentil pour moi, tant que ça ne lui demandait pas trop d'efforts. Elle agissait comme si on était une équipe, quand il y avait du monde autour. Mais derrière les portes fermées, tout continuait de se détériorer. Ensuite, les plans qu'on faisait ensemble ont commencé à ne plus rien signifier pour elle. On se mettait d'accord pour regarder un film le vendredi soir, et le vendredi venu, elle avait soudainement oublié, parce qu'elle avait fait d'autres plans avec ses amis. Et quand je lui rappelais qu'on avait prévu quelque chose, elle soupirait bruyamment, comme si j'étais un poids. On peut pas juste le faire demain, qu'elle disait, déjà habillée pour sortir. Et quand on était ensemble, ce qui devenait de plus en plus rare, elle se comportait comme si être avec moi était une corvée à supporter. Elle regardait l'heure sans arrêt, restait sur son téléphone ou me parlait de tout ce qu'elle ratait ailleurs. Et chaque fois que je pointais son attitude du doigt, elle me gaslightait à fond. Tu es trop sensible, ou, c'est dans ta tête, ou mon préféré, tu es trop contrôlant. Et le traitement silencieux ? Elle en était la reine. Si je faisais quelque chose qui la contrariait, comme ne pas acheter la bonne marque de ce qu'elle voulait, lui poser une question sur le fait de rentrer à 3 heures du matin, ou lui demander de participer un peu aux courses, parfois elle devenait glaciale. Elle ne me parlait plus, ne me regardait plus, agissait comme si je n'existais pas. Ça pouvait durer plusieurs jours. Et au final, c'est moi qui finissais par m'excuser, juste pour que ça s'arrête, même quand je n'avais rien fait de mal. C'était épuisant. Ma santé mentale partait en vrille. Je ne dormais plus, je n'arrivais plus à me concentrer au travail, et j'étais constamment sur les nerfs, à me demander quelle version d'elle j'allais retrouver à la maison. Est-ce qu'elle serait là ? Est-ce qu'elle me parlerait ? Ou est-ce que j'aurais droit au silence glacial pour une faute invisible ? J'ai commencé à avoir des migraines de stress qui ne passaient jamais. J'ai perdu du poids parce que je n'avais plus d'appétit, et mes performances au boulot ont chuté. Ce qui m'ajoutait encore plus de stress, parce que j'avais besoin de ce job pour garder un toit au-dessus de sa tête et pour payer la voiture qu'elle conduisait, à son nom. Et à travers tout ça, elle continuait simplement à prendre. Jamais elle ne m'a demandé si j'allais bien. Jamais elle n'a remarqué que j'étais en train de m'effondrer. Tant que les factures étaient payées et qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, j'aurais aussi bien pu être un fantôme. C'est là que les rouages ont commencé à tourner dans ma tête. Une guerre intérieure s'est enclenchée. J'ai commencé à me poser les vraies questions. Est-ce que j'allais vraiment continuer à vivre comme ça ? À laisser quelqu'un me vider émotionnellement, mentalement et financièrement ? Est-ce que je manquais de courage en restant ? Ou est-ce que j'étais égoïste de penser à partir ? Pendant un temps, j'ai résisté. Je me disais que je serais un salaud si je partais. Que les relations, ça demandait du travail, de la patience, des sacrifices. Mais même l'homme le plus fort ne peut pas porter un poids mort indéfiniment sans finir par couler. Et moi, j'en avais fini de me noyer. Dans ma tête, j'étais déjà parti. Alors j'ai commencé à réfléchir au plan de sortie. Comment partir sans tout faire exploser ? Est-ce que je devais y aller doucement, reculer petit à petit ?
Ou bien arracher le pansement et partir d'un coup? Est-ce qu'elle s'en soucierait même? Ou est-ce que ce serait juste mon orgueil qui serait blessé? Je ne voulais pas être ce gars qui abandonne. Mais je n'allais pas non plus être l'idiot qui reste dans une partie perdue d'avance. La vérité, c'est que j'étais déjà à moitié parti dans ma tête. Mon corps n'avait juste pas encore suivi. Et puis est arrivée la soirée qui m'a fait franchir le pas. Ce n'était pas une explosion dramatique. Je ne l'ai pas surprise en flagrant délit, il n'y a pas eu de cris, ni de porte claquée. Même si je devais parier, je dirais qu'il y avait probablement de la tromperie dans l'histoire. Mais non, ce qui m'a ouvert les yeux était petit. Simple. Mais ça m'a frappé plus fort qu'une gifle en pleine figure. C'était le genre de moment qui ne fait pas que piquer, il laisse une trace. C'était un vendredi soir. J'avais bossé comme un dingue toute la semaine, des nuits tardives au bureau, à finir un projet énorme. Épuisé ne décrivait même pas mon état. Mais je n'allais pas m'effondrer sur le canapé comme un mec brisé. Non. Il me restait un dernier coup à jouer. Je ne cherchais pas du temps de qualité, je voulais renverser la situation. Lui faire comprendre, sans même avoir à le dire, que j'étais déjà mentalement sorti de cette relation. Je suis rentré à la maison vers 18h, j'ai posé mes clés sur le comptoir, et j'ai entendu sa musique à fond depuis la chambre. Je savais déjà ce que ça voulait dire. Elle se préparait à sortir encore une fois. Une autre soirée avec les filles, ce qui, si on se fiait aux photos Instagram, incluait aussi quelques mecs sortis de nulle part. 3e week-end de suite. 3e fois que je me retrouvais à rester seul dans ma propre foutue maison, comme un oubli de dernière minute. J'ai frappé une fois, puis j'ai entrouvert la porte de la chambre. Elle était là, debout devant le miroir, en sous-vêtements, en train de se maquiller comme si elle s'apprêtait à défiler sur un podium. Normalement, j'aurais pris une seconde pour admirer la vue. Mais pas ce soir. Ce soir, je n'étais pas là pour admirer quoi que ce soit. Hey, ai-je dit, le ton détendu, naturel. Juste un mec qui veut passer une soirée tranquille, tu vois? Je pensais qu'on pourrait rester à la maison ce soir, commander quelque chose, mettre un film, juste se détendre. Ça fait un moment qu'on n'a pas passé une soirée rien que tous les deux. Elle ne m'a même pas regardé. Pas une pause, pas un sursaut. Elle a juste continué à mettre du mascara comme si je n'étais même pas là. Je peux pas, j'ai promis aux filles que je les retrouverai chez Ashley. On va dans ce nouveau club en centre-ville après. Les filles, toujours les filles. C'est drôle comme les filles ont plus d'amis mecs sur leurs photos Instagram qu'une foutue fraternité. J'ai gardé ma voix calme, ma posture détendue, adossée à l'encadrement de la porte comme si j'avais tout le temps du monde. Ouais, je pensais que tu aurais peut-être envie de rattraper un peu. On s'est à peine croisés cette semaine. Je rentre, et soit t'es pas là, soit tu t'apprêtes à sortir. Elle m'a enfin lancé un regard dans le miroir, avec une lueur d'agacement dans les yeux. C'est pas ma faute si tu bosses tout le temps. Et voilà. La petite pique. Elle savait très bien pourquoi je bossais autant, pour maintenir cette maison, pour payer sa voiture, les factures. Et elle n'a même pas reconnu que tout ce qu'elle avait, c'était parce que je me tuais au travail. Mais bon, autant me le balancer à la figure. J'ai hoché lentement la tête et laissé le silence s'installer une seconde. Puis j'ai dit, les relations, ça demande du travail aussi. Je pensais juste qu'on devrait se donner un peu de temps pour ça. C'est laquelle s'est retournée, la brosse à mascara en main, comme si j'étais juste un obstacle dans sa soirée. Et elle a lâché la phrase qui a tout scellé, t'es pas ma priorité en ce moment, ok? J'ai d'autres choses à gérer. La façon dont elle a balancé ces mots, tranquille, comme si elle disait qu'il n'y avait plus de lait, pendant qu'elle se maquillait probablement pour qu'un autre mec l'admire. Un chef-d'œuvre d'irrespect. Une démonstration parfaite de comment faire exploser une relation en moins de 10 mots. 2 ans résumés à cette seule phrase. Toute une relation réduite à ça, je ne figurais même pas sur sa liste de priorités. Je n'ai pas bougé, pas dit un mot pendant un moment. Je suis juste resté là, à la laisser entendre mon silence. Le silence d'un homme qui ne se souciait plus. Qu'est-ce que t'as dit, ai-je demandé, pas parce que je ne l'avais pas entendu, mais parce que je voulais qu'elle l'entende encore. Qu'elle réfléchisse vraiment à ce qu'elle venait de me balancer. Elle a soupiré en se tournant de nouveau vers le miroir, avec cette même nonchalance méprisante dans la voix, sois pas si dramatique. J'ai déjà des plans. On pourra traîner demain, ou un autre jour. Et voilà. Ce fut le moment. Le dernier clou dans le cercueil. Après tout ce que j'avais fait. Après toutes les fois où je l'avais mise en premier. Je n'étais même pas une pensée secondaire. J'étais un bouche-trou.
Un distributeur automatique avec un cœur battant. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas disputé. Ça lui aurait donné trop d'importance. Non. Je suis juste resté là, à regarder son reflet, en me demandant comment j'avais pu laisser ça aller aussi loin. Comment j'avais pu la laisser penser qu'elle pouvait me marcher dessus et que je continuerais à encaisser. Mais c'était la dernière fois qu'elle me parlait comme si je n'étais rien. Très bien, ai-je dit, la voix calme, posée. Amuse-toi bien. Et je le pensais. Amuse-toi bien, Mélissa. Profite tant que tu peux. Parce que l'homme qui est debout devant toi. Il est déjà parti. Je vais le faire, a-t-elle répondu, sans même capter le ton de ma voix. Elle a juste continué à se maquiller comme si on parlait de la météo, pas de la fin de notre relation. Elle est partie environ 20 minutes plus tard. Même pas un vrai au revoir. Juste un « à plus » lancé à travers la pièce pendant que la porte d'entrée claquait. Je suis resté debout dans la cuisine, à écouter sa voiture sortir de l'allée. Et j'ai ressenti une étrange sensation de calme m'envahir, comme si quelque chose venait enfin de s'aligner. J'ai ouvert un soda et je me suis assis sur le canapé, simplement à réfléchir, à repasser dans ma tête les derniers mois. Toutes les fois où elle m'avait laissé tomber. Toutes ces soirées entre filles, qui incluaient mystérieusement des mecs que je n'avais jamais vus. Toutes les fois où je m'étais senti comme une option de secours dans ma propre relation. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler notre historique de messages. C'était révélateur. Pages et pages de moi qui prenaient de ses nouvelles, qui lui demandait comment s'était passée sa journée, qui lui disait qu'elle me manquait, qui proposait des plans. Ses réponses étaient toujours courtes, souvent plusieurs heures plus tard, et très souvent, elle annulait ou modifiait ce qu'on avait prévu. Je lui envoyais des paragraphes entiers quand elle n'allait pas bien, lui offrant mon soutien, mon amour. Elle répondait par un « merci » ou un simple emoji pouce levé. Tout était là, noir sur blanc. Les preuves qu'elle s'en fichait totalement étaient dans ma poche depuis le début. Frustré, j'ai verrouillé mon téléphone et l'ai jeté sur le canapé. Mais l'ennui m'a rattrapé. J'ai ouvert Instagram, feuilletant les stories au hasard, essayant d'engourdir la frustration qui me brûlait sous la peau. J'ai vu une des amies de Mélissa publier des clips de leur soirée. Lumière tamisée, musique forte, gens qui rient, qui boivent, qui se frottent sur la piste de danse. Toute l'ambiance du club criait au chaos. Mon pouce est resté suspendu un instant, puis j'ai glissé vers le haut pour envoyer un message simple, « Mélissa passe une bonne soirée ?» Sans émotion, sans ironie, juste une question banale. Quelques minutes plus tard, son ami a répondu, « Ouais, elle est super, elle kiffe à fond ce soir. » Cool. J'ai laissé en vue. Puis la story suivante s'est lancée. Et là, je l'ai vue. Mélissa, sur la piste de danse, collée à un mec, sa chemise à moitié ouverte, ses abdos bien visibles. Elle riait, ses bras autour de son cou, comme si elle n'avait pas un copain à la maison, comme si elle n'avait pas quelqu'un qui payait ses factures, sa scolarité et son toit. Et là, le déclic. J'ai verrouillé mon téléphone, l'ai balancé sur la table basse, et je me suis adossé, laissant tout ça me traverser. Je n'allais pas me disputer, je n'allais pas lui inonder le téléphone, ni provoquer une confrontation dramatique. À quoi bon? Elle avait déjà fait son choix depuis bien longtemps. Tout ce qu'il me restait, c'était de faire le mien. Environ 1 heure plus tard, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Elle est rentrée en trébuchant, en riant à quelque chose sur son téléphone, insouciante. Elle ne m'a même pas remarqué assis là dans la lumière. « Tu t'es bien amusé ?» ai-je demandé, ma voix calme, posée. Elle a sursauté, a failli laisser tomber son sac. « Mon Dieu, tu m'as fait peur » a-t-elle gloussé, mais c'était forcé. Elle avait l'air en vrac, maquillage bavé, cheveux en désordre. « Pourquoi tu restes assis dans le noir comme un mec flippant ?» J'ai haussé les épaules. Je réfléchissais. Elle a commencé à marcher vers la chambre, déjà en train de me zapper, comme toujours. Comme si j'étais juste un colocataire qu'elle supportait. En pensant à ce qu'elle avait balancé par-dessus son épaule, je l'ai regardée, le dos bien appuyé contre le canapé, bras détendus, posé, tranquille. Ce genre de calme qui vient quand tu as déjà décidé que tu ne joues plus à ce jeu, à quel point il est facile de perdre le respect pour quelqu'un, ai-je dit. Pas amer, juste factuel. Elle s'est arrêtée, a jeté un coup d'œil en arrière. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je n'ai pas bougé, pas cligné des yeux, rien. Juste une observation. Elle a soupiré, l'irritation débordant. On peut ne pas faire ça maintenant? Je suis fatigué, je suis bourré, je veux juste dormir. Ouais, ai-je dit, me levant, la voix calme mais tranchante. Je parie que tu le es.
Tout ce cardio avec les mains, ça doit t'épuiser. Elle s'est figée. Elle a cligné des yeux, la confusion dans le regard. De quoi tu parles? J'ai souri. Tu sais très bien de quoi je parle, Mélissa. Elle a ouvert la bouche, prête à mentir. Je l'ai vu dans ses yeux. Prête à dire que c'était rien, juste pour s'amuser, juste des amis. Mais je ne lui ai pas laissé la chance. Je n'avais pas besoin de ses excuses. Pas besoin de ses larmes de crocodile ni de ses excuses bidons. J'en avais fini avec ce jeu, je ne suis pas d'humeur pour tes histoires, ai-je dit, d'un ton plat. Va te coucher. Elle a hésité, comme si elle attendait que je parte en dispute. Parce qu'elle savait, au fond, qu'elle faisait n'importe quoi dehors. Mais il n'y aurait pas de scène. Elle ne méritait plus cette énergie. Elle n'en valait plus la peine. Après cette nuit-là, je n'ai pas juste arrêté de m'en soucier. J'ai coupé les ponts nets. Mode fantôme activé, dans ma propre maison. Je n'allais plus gaspiller d'énergie pour quelqu'un qui m'avait déjà montré ma place dans sa vie. Des textos pendant la journée? Fini. Lui demander comment se passaient ses cours? Terminé. Lui acheter ses snacks préférés? Faire le dîner? Plier son linge? Lui demander où elle allait ou quand elle rentrerait? À quoi bon, si je n'étais pas sa priorité? Elle n'allait sûrement plus être la mienne. Elle ne méritait plus cette version de moi. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai commencé à couper les cordes qui la reliaient à la vie que je finançais. Je me suis connecté à tous les comptes, assurance auto, forfait téléphonique, ses services de streaming. Résilié. Coupé net. Plus de balades gratuites à mes frais. Je n'allais plus payer ses virées nocturnes, ses Uber bourrés ou ses sessions shopping sans fin, pendant qu'elle jouait à la célibataire en public et me traitait comme un fantôme en privé. Ses frais de scolarité? Annulés. Elle voulait de l'indépendance? Elle allait l'avoir. Au début, elle ne s'en est même pas rendue compte, trop absorbée dans son propre monde pour remarquer que son majordome personnel et son banquier privé avaient démissionné. Mais après une semaine, elle a commencé à remarquer le changement. Elle a remarqué que l'homme qui autrefois faisait d'elle le centre de son univers ne tournait plus autour d'elle. Les regards qu'elle me lançait étaient subtils au début. Confus, hésitants, comme si elle essayait de comprendre ce qui clochait sans réussir à mettre le doigt dessus. Tu es silencieux ces derniers temps, a-t-elle dit un soir, assise à l'autre bout du canapé, les yeux alternant entre moi et son téléphone. J'ai haussé les épaules sans même lever les yeux. Ah bon? Il y a quelque chose qui ne va pas? J'ai laissé le silence flotter un moment, puis j'ai enfin levé les yeux vers elle, calme, impassible. Rien qui te concerne. Ses sourcils se sont froncés. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai penché la tête, un léger sourire en coin. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Si ce n'est pas ta priorité, pourquoi ça te concernerait? Ses yeux se sont écarquillés quand elle a compris. Je lui renvoyais ses propres mots en pleine figure, et ça a fait plus mal que ce à quoi elle s'attendait. Tu es encore vexé à cause de ça? C'était juste un commentaire, je ne le pensais pas, bien sûr, ai-je dit en me levant. Comme tu veux. Et juste comme ça, je suis sorti de la pièce, parfaitement serein, la laissant là, assise dans le silence, confuse et mal à l'aise. Les jours suivants, j'ai maintenu la pression ou plutôt, j'ai retiré toute pression. J'étais juste absent. Physiquement présent, mais mentalement ailleurs. Elle essayait de lancer des conversations, je répondais froidement, par des mots monosyllabiques. Elle proposait qu'on sorte? Je haussais les épaules. Non, occupé. Elle demandait si j'étais fâché? Je disais juste, non. Je respecte tes priorités. Et puis elle a fini par remarquer que sa facture de téléphone ne passait plus. Que c'était elle que l'assurance auto appelait, et non moi. Qu'elle essayait de se connecter à Netflix et découvrait que ce n'était plus son compte. Elle n'a rien dit au début. Juste du silence, de la confusion. Le genre de confusion qui s'installe quand on réalise que le filet de sécurité qu'on prenait pour acquis a disparu. La voir se tortiller d'inconfort était presque divertissant. La confusion s'est transformée en frustration. La frustration s'est transformée en désespoir. Elle n'avait pas l'habitude d'être ignorée. Pas l'habitude de ne plus être le centre de mon monde. Plus je me retirais, plus elle s'accrochait. Pendant ce temps, moi, je me concentrais sur moi. J'allais à la salle de sport tous les jours après le boulot. Pas pour lui plaire, mais parce que j'en avais fini de faire semblant que je m'en souciais. J'ai recommencé à sortir avec mes potes, ce qu'elle trouvait ennuyeux, parce qu'ils ne rentraient pas dans son petit jeu social. Je me suis remis à mes passions.
Je passais mes soirées à faire ce que je voulais. Pour une fois, je ne vivais plus pour elle. Je vivais pour moi. Et putain, ça faisait du bien. Puis, comme une horloge, elle a commencé à essayer. Elle rentrait plus tôt. Ramena soudainement mes plats préférés à emporter. Me demandait comment s'était passée ma journée, et attendait réellement une réponse. Me lançait de petits compliments. Essayait de se coller contre moi sur le canapé. Mais c'était trop tard. J'en avais vu assez, entendu assez. Elle essayait juste de rattraper le coup. Et moi, je n'étais plus sur ce terrain. Mais je la laissais essayer. Je la laissais transpirer. Je la laissais ressentir ce que ça fait de tendre la main vers quelqu'un qui ne tend plus la sienne. Un soir, elle a craqué. Elle est venue vers moi avec les larmes aux yeux, la voix tremblante, comme si c'était elle la victime. « Je comprends pas ce qui se passe », a-t-elle dit. « Pourquoi tu es comme ça ?» Mon expression est restée froide, vide. « Tu l'as dit toi-même, Mélissa. Je ne suis pas ta priorité. Tu as d'autres choses à gérer. Alors maintenant, moi aussi je me concentre sur mes priorités. Et honnêtement, tu n'en fais pas partie. » Son visage s'est effondré. « C'est pas juste. J'ai dit une chose, une seule fois, et maintenant tu me punis pour ça ?» J'ai éclaté de rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était pathétique. Une chose, Mélissa ? Tu m'as montré que je n'étais pas une priorité depuis des mois. À chaque fois que tu m'as laissé tomber. À chaque fois que tu as profité de moi. À chaque fois que tu m'as regardé comme si j'étais juste là. Comme si je ne comptais pas, j'ai fait un pas vers elle, la voix basse, définitive. J'ai payé cette maison. J'ai payé ton assurance auto. J'ai payé la nourriture que tu manges, les factures qui gardent la lumière allumée. Ta putain de scolarité. Et tout ce que j'ai eu en retour ? T'es pas ma priorité. Très bien. Message reçu. 5 sur 5. Elle a craqué. Les larmes sont venues, rapides, en vrac, comme toujours quand elle réalisait que le contrôle lui échappait. Ce n'est pas ce que je voulais dire, pleurait-elle, la voix tremblante. J'étais stressé, je ne réfléchissais pas. Je t'aime. Mais je n'y croyais pas une seule seconde. Je restais là, à la regarder s'effondrer, et je ne ressentais rien. Juste une clarté glaciale. Elle pouvait pleurer des rivières, je n'allais pas me noyer dedans une nouvelle fois. À cet instant, tout le plan s'est mis en place dans ma tête. Je n'allais pas me battre. Je la laisserais pleurer. La laisser croire qu'elle avait encore du temps pour arranger les choses. Et ensuite, je disparaîtrais. Silencieusement. Proprement. Elle ne méritait même pas le drame. Elle voulait que je sois une option ? Très bien. J'allais lui montrer ce que ça fait quand cette option disparaît complètement. Le lendemain matin, je me suis levé à 5 heures. J'ai emballé l'essentiel, et je suis parti pendant qu'elle ronflait encore. Au lever du soleil, j'étais déjà loin. Pas de mots. Pas d'explication. Juste un message, tu n'as plus à t'inquiéter de faire de moi ta priorité. Je suis parti. Et j'ai tout simplement disparu. Elle a fait exploser mon téléphone. Appel. Message. Je ne répondais pas, silence radio. Le silence est d'or, et il était temps qu'elle l'apprenne. D'abord, elle a sorti les classiques, tu es sérieux. Tu exagères. C'est puéril. Ce qui est puéril, c'est de croire que j'allais rester après avoir été traité comme une mission secondaire dans sa vie. Ensuite, est venue la panique, on peut en parler ? S'il te plaît, fais pas ça. Je ne le pensais pas, oh que si, tu le pensais. Et moi, j'en ai fini. Je suis allé squatter chez mon pote Kyle pendant un moment. J'ai trouvé un nouvel appart, et j'ai activé le mode fantôme complet. Changement de mot de passe. Je l'ai retiré de ma carte de crédit. Et j'ai prévenu ses parents, maintenant, les frais de scolarité, c'est leur problème. C'était comme supprimer de vieux fichiers d'un disque dur. Propre. Nécessaire. Satisfaisant. Cette sensation de liberté, c'était autre chose. Fini de dépenser de l'énergie dans une relation à sens unique. Un mois plus tard, des amis communs m'ont dit qu'elle partait en vrille. Qu'elle galérait pour rembourser sa voiture. Qu'elle séchait les cours. Qu'elle squattait des canapés. Que ses parents lui avaient dit de grandir avant de revenir à la maison. Je n'ai rien ressenti. Mais 4 mois plus tard, elle s'est pointée à mon nouvel appart. Aucune idée de comment elle avait trouvé l'adresse. Elle avait l'air détruite. Amaigrie.
Fatiguée. Toute cette assurance qu'elle arborait autrefois disparue. S'il te plaît, a-t-elle dit, j'ai changé. Tu me manques. J'ai merdé. Je l'ai juste regardé. Ouais, t'as merdé. On peut réessayer. Je vais te le prouver. Tu es ma priorité maintenant. Priorité, ai-je dit, en penchant la tête comme si j'étais vraiment confus. De quoi tu parles, Mélissa? Tu n'es plus sur mon radar depuis longtemps. Je ne me souviens même plus de ce que ça fait de m'en soucier. Elle a éclaté en sanglots, suppliant, balançant des promesses creuses qu'elle allait changer, qu'elle serait différente. Mais moi? J'avais déjà lâché ce poids. Et elle était la seule à s'y accrocher encore. Tu devrais partir, ai-je dit, ma voix calme, presque blasée. Y a plus rien pour toi ici. Plus maintenant. J'ai refermé la porte. Ses sanglots de l'autre côté. Plus mon problème. Et bon sang, ce que ça faisait du bien. Libérateur. Comme déposer un fardeau que je ne savais même pas que je portais. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré une nana géniale. Une vraie. Authentique. Attentionnée. Qui sait ce que veut dire être partenaire. Elle dit que je suis une priorité, et elle le montre. Chaque jour. Un vrai changement de jeu. L'info s'est répandue. Mélissa a entendu. Et elle est devenue folle. A commencé à apparaître dans les endroits où je pourrais être. À m'envoyer des messages depuis des numéros aléatoires après que je l'ai bloqué. Le désespoir, ça va mal à tout le monde. Je n'y ai pas prêté attention. J'en avais fini avec ces jeux. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, elle avait abandonné ses études et était retournée vivre chez ses parents. Sa vie? Un désastre. La mienne? Meilleure que jamais. C'est drôle comme la vie fonctionne. Elle pensait que j'étais remplaçable. Finalement, c'est elle qui l'était. Les gens me demandent si je regrette. Si parfois j'ai envie de la recontacter. Non. Partir a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Parce que quand quelqu'un te montre qu'il ne tient pas à toi, crois-le. Et surtout, assure-toi bien qu'il ne devienne plus jamais ton problème.